On va passer au dossier 3. Madame G, 48 ans, est la dernière patiente de votre consultation en ce vendredi soir. Elle se plaint de difficultés croissantes à déglutir depuis quelques jours, avec quelques fausses routes depuis le jour même. Elle avait déjà noté depuis plusieurs mois des modifications de sa voix qu'elle décrivait comme nasonnée, surtout en fin de journée, associées à une fatigue importante et parfois des épisodes de vision double. Lorsque vous l'interrogez, vous êtes frappé par son regard. Premièrement, quel diagnostic craignez-vous? Justifié. Deuxièmement, quel facteur recherchez-vous à l'interrogatoire afin d'expliquer l'aggravation récente des symptômes? Troisièmement, comment complétez-vous votre examen clinique? Quatrièmement, quelle est votre attitude immédiate? Cinquièmement, quels examens vous semblent utiles chez cette patiente? Que recherchez-vous? Sixièmement, quelles sont vos armes thérapeutiques dans cette affection? Et septièmement, quels conseils lui donnez-vous concernant son mode de vie? Quel diagnostic craignez-vous? Il s'agit ici d'une atteinte de type myasthénique qui était assez évidente devant l'association de signes moteurs purs touchant la sphère bulbaire avec ses troubles de la déglutition, ses fausses routes, et cette atteinte oculaire assez typique associant ptosis et diplopie avec, je vous le rappelle, sur la photo qu'on vous donnait, donc le ptosis droit, sans atteinte de la musculature intrinsèque de l'œil, c'est-à-dire sans myosis ou mydriase homolatérale. Mais dire myasthénie, c'est jamais assez, on en veut toujours plus. On craignait ici une myasthénie généralisée et sévère. Sévère, pourquoi? Parce que elle présente une aggravation récente de ces symptômes avec des troubles de la déglutition qui s'aggravent de jour en jour. Je vous rappelle que l'élément sémiologique essentiel quand on évoque le diagnostic de myasthénie, c'est la notion de fatigabilité. Fatigue et fatigabilité, c'est pas la même chose. Fatigabilité, c'est l'apparition de symptômes au cours de la journée avec un déficit qui se majore. Les facteurs à rechercher à l'interrogatoire pour expliquer l'aggravation récente. Qui dit myasthénie qui s'aggrave, dit facteurs déclenchants. Les facteurs déclenchants à rechercher sont à type essentiellement d'infection. Pensez à interroger la patiente sur une toux, des expectorations, des brûlures mictionnelles. Ça peut être aussi une intervention chirurgicale récente, même minime, et la prise d'un traitement nouveau, potentiellement altérant la jonction neuromusculaire. Comment allez-vous compléter votre examen clinique? Ce que j'attendais de vous en réponse à cette question, c'est de surtout pas oublier l'urgence, et l'urgence, elle est ici respiratoire. Une myasthénie qui s'aggrave avec des troubles de la déglutition va développer plus ou moins rapidement des troubles respiratoires entrant dans le cadre d'une crise myasthénique. Il est indispensable quand vous voyez cette patiente en consultation de rechercher ces troubles respiratoires, sinon c'est 0 à la question et 0 dans la vraie vie aussi. Les troubles respiratoires, ça peut être une tachypnée, une orthopnée, une patiente qui va avoir de plus en de mal à finir ses phrases avec une hypophonie, une toux qui est inefficace, elle peut être encombrée, vous allez avoir du mal à la faire compter en apnée, et vous pouvez éventuellement mesurer la capacité vitale, ça se fait très facilement au lit du malade. De même que la mesure des pressions inspiratoires ou expiratoires de la patiente. Vous pouvez aussi compléter l'examen neurologique à la recherche d'autres signes en faveur de cette atteinte motrice pure, en recherchant un déficit moteur des membres inférieurs, des 4 membres ou axial, déficit moteur qui peut s'aggraver lors de différentes manœuvres, en lui demandant de se lever plusieurs fois d'un siège, par exemple, ou de contracter plusieurs fois la main. Vous pouvez rechercher d'autres signes sur le plan ophtalmologique. On vous disait qu'elle avait une diplopie. Sur la photo qu'on vous donnait, vous ne voyiez pas de déviation d'un globe oculaire, mais vous pouviez rechercher lors des mouvements oculaires une ophtalmoplégie. Pour confirmer votre topographie lésionnelle d'atteinte de la jonction neuromusculaire, vous pouviez évaluer la
trophicité des muscles, qui est normalement normale, avec une absence d'amyotrophie, évaluer les réflexes ostéotendineux qui sont classiquement normaux. Je vous rappelle que la myasthénie est une pathologie auto-immune. Vous pouviez rechercher à l'examen général des arguments en faveur d'une autre pathologie auto-immune associée. Quelle est votre attitude immédiate? Faut vous dire, vous êtes praticien en consultation de ville ou à l'hôpital, voyez cette patiente en consultation, quelle est la chose que vous allez devoir faire le plus rapidement possible? C'est hospitaliser la malade à proximité d'une réanimation neurologique, car vous êtes devant une patiente atteinte de myasthénie très probablement, avec une aggravation, une escalade des symptômes, chez qui le risque est respiratoire. Il y a donc urgence, si c'est pas mis, c'est 0 à la question, pour hospitaliser la dame. Vous allez la mettre en condition. Mettre en condition quelqu'un qui a des troubles de la déglutition est synonyme d'arrêt de l'alimentation orale et de mise en place d'une sonde nasogastrique. On a parlé à la question numéro 2 des facteurs déclenchants potentiels, des facteurs aggravant une myasthénie préexistante. Il faut les traiter si vous les avez trouvés. Pareil, c'est un oubli égal 0 à la question. Le traitement de la crise myasthénique ou de la myasthénie très sévère s'aggravant progressivement porte sur les échanges plasmatiques ou les immunoglobulines intraveineuses. Je n'ai pas coté ce point car c'est une indication portée par une équipe spécialisée. La surveillance, par contre, est essentielle et elle doit être rapprochée avec surveillance pluriquotidienne de l'état respiratoire de la patiente et mesure au moins quotidienne de la capacité vitale. Les examens utiles chez cette dame, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Les examens utiles, c'est d'abord des examens qui vont nous permettre de dire oui, c'est une myasthénie ou non, c'en est pas une. Peut-être c'est autre chose. Les examens pour le diagnostic positif, il y en a 2. Premièrement, un électromyogramme des 4 membres et de la face en détection et stimulodétection. Vous allez voir apparaître chez cette dame un décrément lors de la stimulation répétitive du nerf à basse fréquence. Décrément et bloc myasthénique, c'est la même chose. C'est simplement que lorsqu'on stimule un nerf à basse fréquence plusieurs fois, on voit apparaître une diminution de l'amplitude du potentiel d'action qui est de plus de 10% au 5e potentiel. Deuxième élément essentiel à rechercher chez un patient susceptible d'avoir une myasthénie, maladie auto-immune, ce sont les anticorps en rapport. Anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine, qui sont des anticorps qui viennent se placer sur le récepteur à l'acétylcholine au niveau postsynaptique. Je vous rappelle qu'ils sont positifs dans 85 à 90% des malades atteints de myasthénie généralisée. Le deuxième étape du bilan, j'insiste encore, c'est le bilan de gravité. Si vous oubliez de me dire que chez cette patiente, vous allez réaliser des épreuves fonctionnelles respiratoires, c'est 0 à la question. Toute la gravité de la prise en charge réside dans l'évaluation et la prise en charge respiratoire. Donc, mesure de la capacité vitale, des pressions respiratoires, inspiratoires et expiratoires maximales, et gaz du sang artériel à renouveler de manière au moins quotidienne. En plus du bilan de gravité, vous allez faire le bilan des facteurs déclenchants. On revient encore là-dessus. J'insiste. Facteurs déclenchants qui peuvent être infectieux, notamment urinaires, classiques chez la femme jeune, ou pulmonaires, effectués bien évidemment une radiographie thoracique. Ce sont des choses simples à traiter qui peuvent améliorer de manière spectaculaire les malades. Enfin, on peut continuer notre bilan en faisant un bilan plus large, un bilan dit étiologique. Vous savez qu'on retrouve fréquemment chez les patients atteints de myasthénie auto-immune des anomalies du thymus à type de thymome ou d'hyperplasie. Le traitement de ces anomalies pourrait améliorer le patient sur le plan de ses symptômes. Donc il faut les rechercher à l'aide d'un scanner thoracique à coupe fine. Cinquième et dernier élément du bilan
d'un patient myasthénique, c'est le bilan de ses comorbidités, des pathologies auto-immunes associées. Le bilan peut comprendre au moins un bilan thyroïdien, dosage des facteurs antinucléaires, anti-DNA natifs, latex valerose, le tout étant bien sûr orienté par la clinique. Les armes thérapeutiques dont vous disposez dans la myasthénie sont à connaître. L'indication thérapeutique, par contre, n'est pas à connaître au programme de l'ENC. Les armes thérapeutiques, il y en a plusieurs. Tout d'abord, on a vu que la myasthénie est une pathologie auto-immune liée à la fixation d'un anticorps sur le récepteur postsynaptique à l'acétylcholine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner aux patients le maximum d'acétylcholine pour essayer de faire passer l'influx nerveux au niveau de la synapse neuromotrice. Donc à ce niveau-là, il y a de l'acétylcholine estérase qui dégrade l'acétylcholine et empêche son passage. On va, à l'aide d'anticholinéstérasiques, faire en sorte qu'il y ait plus d'acétylcholine qui passe la jonction neuromusculaire. Donc la première étape, c'est un traitement symptomatique par anticholinéstérasique prescrit de manière systématique. Deuxième étape du traitement, peut être un traitement étiologique qui est systématique en cas de thymome par la réalisation d'une thymectomie. Parfois, on propose même une thymectomie chez des sujets jeunes, même en l'absence de thymome. Troisième possibilité thérapeutique, c'est la prescription d'un traitement immunosuppresseur chez les patients incomplètement améliorés par les anticholinéstérasiques. Les traitements immunosuppresseurs proposés peuvent être les corticoïdes ou des traitements cytolytiques comme l'aziatioprine. Ensuite, dans le cas très particulier de la crise aiguë myasthénique, ou de la myasthénie qui s'aggrave très rapidement, on peut avoir recours aux échanges plasmatiques ou aux IGIV, comme on a vu dans le dossier. Enfin, n'oubliez pas, ça rapporte toujours des points à l'ENC, et dans le cœur de vos malades, de proposer un soutien psychologique chez ces patients atteints de maladies chroniques. Les conseils à lui donner dans la vie quotidienne, c'est une question que ces patients-là se posent très régulièrement. Il y en a plusieurs. Déjà, surtout et avant tout, savoir lui remettre une liste présentant les contre-indications médicamenteuses dans la myasthénie. La liste est longue, il faut qu'elle l'ait constamment sur elle et qu'elle sache la fournir au médecin qui s'occupe d'elle régulièrement. On va aussi lui expliquer comment auto-adapter son traitement anticholinéstérasique en cas de stress, d'intervention chirurgicale prévue. On va enseigner les effets secondaires des anticholinéstérasiques ainsi que leurs règles d'utilisation, savoir lui dire qu'est-ce qui fait penser à une crise cholinergique et lui dire qu'il faut consulter alors en urgence. Pareil pour les signes d'alarme liés à sa maladie, aggravation de troubles de la déglutition, présence de troubles respiratoires, synonyme d'une consultation en urgence. Enfin, lui remettre une carte de patient myasthénique sur lequel est précisé le diagnostic, le traitement, l'équipe qui la suit et les contre-indications médicamenteuses. Je vous rappelle encore et encore et encore, vous allez dire les points importants de la myasthénie, et je répète que le grand mot-clé de cette conf était le mot-clé d'atteinte respiratoire du patient myasthénique qui fait toute sa gravité et qui est évalué de manière systématique. Savoir aussi rechercher les facteurs déclenchants et aggravants, infectieux ou médicamenteux, éduquer vos malades, répéter cette éducation au cours des différentes consultations en leur remettant la liste des médicaments contre-indiqués et en leur remettant une carte de patient myasthénique. Voilà 5 points qui vous permettront d'éviter les zéros au dossier de myasthénie de l'adulte.